Les feux en Amazonie sont une conséquence directe de la déforestation. Nous sommes venus ici pour coloniser l'Amazonie. Il faut brûler pour produire. On reçoit souvent des menaces de mort. Au secours, on existe, regardez-nous. Notre sang coule. Ces bandits viennent ici pour piller notre pays. Vous comprenez? On ne va pas les laisser faire. Je soutiens Bolsonaro. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Un tissu de mensonges? À en croire le président du Brésil, la forêt tropicale serait parfaitement intacte. Mais la réalité est tout autre. Jair Bolsonaro a beau avoir interdit l'agriculture sur brûlis pendant 2 mois, elle reste une pratique quotidienne en Amazonie. Il faut dire que les enjeux ne sont pas seulement environnementaux, ils sont aussi et surtout d'ordre foncier et économique. Pourtant, de l'avis des experts, la forêt amazonienne est d'une importance capitale pour l'humanité. Elle joue un rôle indispensable en emmagasinant le CO2 et en provoquant des pluies, comme l'explique Tasso Azevedo du réseau scientifique MAP Biomasse. Pour vous donner un ordre d'idée, le volume d'eau qui s'évapore de l'Amazonie est supérieur au débit de l'Amazone, alors que c'est le plus grand fleuve de la planète et celui qui déverse le plus d'eau dans l'océan. Combien d'énergie nous faudrait-il pour créer une telle évaporation si l'Amazonie ne le faisait pas? Ça représente chaque jour l'équivalent de 6 mois de la production mondiale d'énergie. On peut estimer que la forêt rapporte 1 milliard de dollars par jour. Mais comme personne ne doit mettre la main à la poche, ces chiffres ne suscitent guère d'émoi. L'Amazonie englobe 9 États du Brésil et représente près des 2/3 du territoire du pays. Selon Tasso Azevedo, le potentiel économique de cette forêt en bonne santé est encore largement inexploité. La lutte pour les terres, l'élevage intensif et la culture du soja ont causé tellement de dégâts que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Nous pourrions bientôt atteindre un point de non-retour. Nous nous approchons du point de non-retour. Une fois ce cap franchi, que se passera-t-il? L'ensemble des processus écologiques serait gravement perturbé et la forêt ne pourrait plus retrouver son état d'origine. Les plus grands scientifiques estiment que ce point de basculement se situe entre 20 et 30% de perte du couvert forestier. Or, la forêt amazonienne a déjà perdu 19 à 20% de sa surface d'origine. L'accélération de la déforestation touche particulièrement un groupe de la population, les habitants de la forêt. Nous sommes dans l'état du Rondônia, non loin de la frontière bolivienne, au cœur d'une réserve protégée, celle des Uru et Vau-Vau. Bitate est un de leurs leaders. Cet étudiant de 19 ans prend sans cesse en photo des défrichages illégaux pour les signaler aux autorités. O que me deixa triste é ver
Ce qui me rend triste, c'est de voir notre forêt dévastée, détruite et mourante. Pour nous, c'est un désastre. Même si on garde notre territoire, notre culture et nos traditions, notre forêt est pillée par ces envahisseurs. Nous, quand on va chez eux, on ne se conduit pas comme ça. On paie ce qu'on achète, on ne vole rien. Eux, ils pensent qu'ils peuvent venir ici, abattre nos arbres, tuer nos animaux, voler nos poissons. On n'a même plus de mots pour exprimer notre tristesse. On reçoit des menaces de mort jusque dans les villages. Ils disent qu'ils vont tuer nos enfants. Ici, on continue de faire notre travail. On protège les nôtres et on dénonce ces gens. Je crois que c'est notre but commun, à nous les Indiens, de continuer à lutter pour qu'il n'y ait aucune autre invasion. Dans le village des Uru et Uvauvau, l'ambiance est tendue. Les voleurs de terre pénètrent régulièrement sur leur territoire pour défricher une parcelle de forêt et l'occuper. Les autochtones se préparent au pire. Ils se sentent de plus en plus abandonnés par les autorités, car le nouveau gouvernement a fortement réduit le budget de la FUNAI, la Fondation nationale de l'Indien, et licencié une bonne partie de son personnel. Depuis que le nouveau gouvernement est au pouvoir, les invasions de territoires indigènes ont beaucoup augmenté. L'État ne nous apporte aucun soutien dans notre lutte contre la déforestation. En tant qu'Indien, je continuerai à protéger mes terres pour mes enfants et mes petits-enfants. Début janvier 2019, Bolsonaro entre en fonction. Il est soutenu par le lobby agricole, les chrétiens évangélistes et les militaires. Tout ce qui est de gauche lui paraît suspect. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Le président brésilien a horreur de la couleur rouge et les droits des indigènes le gênent dans son action en Amazonie. Son message politique encourage les voleurs de terre. Ils abattent nos arbres et brûlent tout sur leur passage. Nous sommes allés voir les sols rouges au bord du fleuve. Tout est brûlé. On ne peut plus chasser. Il va y avoir des morts, ça ne va pas tarder. Il y en a un qui va finir par se prendre une flèche. Je suis déjà en train de rassembler un groupe plus nombreux pour les affronter. Pour l'instant, je les préviens. Mais après, je serai sans pitié. Notre chef est prêt à entrer en guerre. Une patrouille des Uru et Uvauvau dans la jungle. Ils ne portent pas d'armes à feu, mais seulement des arcs et des flèches. Comme dans les années 1970 et 1980, à l'époque de la dictature militaire, lorsque les colons blancs perpétraient des massacres. Aujourd'hui, il ne reste ici plus qu'une centaine d'indigènes. Leurs ennemis ont le droit de s'armer. Bolsonaro a assoupli la législation sur le port d'armes. Et aujourd'hui, la forêt et ses gardiens souffrent. Le défrichement est une pratique courante en Amazonie. Mais ces derniers temps, le nombre de feux a fortement augmenté. Si l'on compare 2018 et 2019 sur la période de janvier à septembre, on observe une augmentation de 40 à 45% des zones déboisées. C'est considérable. Mais pour ce qui est des actes de déforestation proprement dit, ils ont augmenté de 90% sur la même période. Depuis la conquête du Brésil par les Portugais il y a 500 ans, la surface de l'immense forêt tropicale s'est réduite d'environ 20%. Le problème, c'est que plus de la moitié de cette perte a eu lieu au cours des 20 dernières années.
Tout ceci était autrefois la forêt amazonienne. Ici, le poumon vert de la planète, comme on l'appelle, évoque plutôt celui d'un gros fumeur. On ne luttera pas contre la déforestation en plaçant un policier devant chaque arbre. Il faut surtout en finir avec le sentiment d'impunité. Le village des Uru et Uvauvaú fait partie du district de Campo Novo. Le territoire indien est une réserve protégée. Du moins sur le papier, car tout le monde ne respecte pas la loi. Nous demandons à la police pourquoi les forces de l'ordre ne protègent pas les indigènes des intrus. Ici, dans la région, on est confronté à un cas particulier. Un groupe de personnes s'est formé pour accaparer et exploiter les terres indiennes et les réserves forestières. Ils ont de faux documents qui les autorisent soi-disant à entrer dans les réserves. Ils exploitent le bois et se le répartissent pour le vendre. Ils sont bien organisés et ont même des avocats qui les conseillent. On sait également que certains partis politiques soutiennent leur association pour qu'elle puisse envahir les terres sans être inquiétée. Ça rend notre travail beaucoup plus difficile. Ces structures mafieuses ne sont pas un phénomène nouveau dans un pays gangréné par la crise. Il n'est donc pas étonnant que les écologistes de l'Institut ICMBio n'osent plus s'exprimer devant leur domicile et encore moins devant une caméra. Les Indiens reçoivent beaucoup de menaces. Bitate dirige une association indigène qui cherche des soutiens politiques pour protéger la réserve. Il est souvent menacé de mort. Des menaces de mort. Nous sommes à Belém, une ville de plus de 1,4 million d'habitants, surnommée la Porte de l'Amazonie. L'un des grands experts des questions foncières enseigne à l'université de la ville. Girolamo Treccani est italien d'origine et brésilien d'adoption. Sa spécialité, le droit agraire. En Amazonie et au Brésil en général, le problème n'est pas tant le manque de terre, mais le fait qu'elles sont mal réparties. Le Brésil ne compte plus qu'environ 900 000 Indiens. Jusqu'ici, seuls 462 territoires sont gérés par la FUNAI. Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena. Não é uma opção. Il ne s'agit pas d'une option, d'une possibilité lointaine ou d'un choix, mais d'une disposition de la Constitution. Quand le gouvernement brésilien déclare qu'il ne cédera pas de terre aux Indiens, ne serait-ce qu'un lopin, il viole la Constitution fédérale. Et cette dernière stipule clairement que les indigènes ont l'usufruit exclusif du territoire sur lequel ils vivent. L'État brésilien reste propriétaire du foncier. Avec la Constitution de 1988 qui reconnaît pour la première fois le droit des peuples autochtones à disposer de leurs terres ancestrales, c'est une dette ancestrale qui est réparée. L'article 231 de la Constitution fédérale du Brésil reconnaît les droits des peuples autochtones. C'est incontestable. En refusant de reconnaître que ces terres leur appartiennent, le gouvernement actuel est en contradiction directe avec la Constitution fédérale. Hymnes, frontières et lois, tout cela a été inventé par des immigrés. Par exemple, les ancêtres de Jair Bolsonaro sont venus d'Italie. Prometo manter, defender et cumprir a Constituição. Assimilation et intégration,
ont longtemps été le credo des détenteurs du pouvoir, des dictateurs militaires, mais aussi de l'institution catholique. Il fallait pour ainsi dire transformer les indigènes en blancs. L'Église est revenue sur cette position. Roberta Spires est une religieuse américaine qui s'engage depuis des années à Belém pour les droits des peuples autochtones. Elle fait partie du Conseil indigéniste missionnaire, le CIMI. Elle constate une aggravation de la situation. Cela n'a jamais été facile pour les Indiens, mais les agressions physiques se sont multipliées ces 9 derniers mois. En une seule nuit, on a compté 3 attaques dans des villages guaranis du Rio Grande do Sul, dans l'extrême sud du pays. Au nord, à la fin du mois de juillet, un groupe d'orpailleurs a envahi une terre et assassiné un chef. Peu après, dans l'état de Rondônia, un autre chef a été tué. Cette nuit même, un village Chavantes a été brûlé et un jeune Indien a été assassiné à Goiás. Ces agressions contre les Indiens et leur territoire se multiplient dans tout le pays. Le CIMI a recensé 135 assassinats en 2018. Une tendance à la hausse. Le déboisement à grande échelle ne fait pas partie de la culture indigène. C'est l'œuvre de l'homme blanc. Dans toutes les zones habitées par des Indiens, la forêt est en bon état. Comme par exemple là, à Rondônia. Les populations autochtones arrivent à contenir la déforestation sur leur territoire. Chaque terre autochtone est une unité protégée. Rien que du point de vue de l'entretien des ressources naturelles, qui sont fondamentales pour le Brésil, ces populations autochtones nous rendent un service colossal. Et le plus incroyable, c'est qu'on ne les paye même pas pour ça. Anapu, ville située aux abords de la légendaire voie transamazonienne, incarne toutes les violences quotidiennes perpétrées en Amazonie. C'est ici qu'ont vu le jour les projets de développement durable au début de ce siècle. Le but était de répartir les terres plus équitablement et d'y installer de petits paysans. Jane Dwyer a été l'un des témoins de la première heure. Avec une autre religieuse, Dorothy Stang, tuée en 2005 pour le compte de grands propriétaires terriens, elle a entrepris de se battre pour les pauvres. Ici, on compte 18 assassinats depuis 2015. C'est un véritable massacre. Nous n'avons pas autant de force ni de poids qu'eux, mais nous restons ici. Notre présence nous rappelle Dorothy. Elle nous rappelle que le peuple est en marche. S'ils veulent nous tuer, nous le crierons au monde. Les noms des victimes. Ceux de leurs meurtriers n'ont jamais été découverts. Aucun de ces assassinats n'a fait l'objet d'un procès. Le Conseil national de justice, l'organe supérieur de contrôle de l'administration judiciaire brésilienne, a publié en 2009 un rapport qui montrait que seuls 7% des assassinats commis au Brésil avaient donné lieu à des poursuites pénales. Dans l'État du Pará, c'est même moins de 4%. À l'époque, la mafia du bois et des terres avait mis un contrat de plusieurs milliers d'euros sur la tête de Dorothy Stang.
Le meurtrier n'a jamais été payé, mais a recouvré sa liberté. Jane préfère ne pas penser à la prime qui pèse sur sa propre tête. Ses consoeurs et elle reçoivent des menaces permanentes. En regard des gains en jeu, les peines encourues sont dérisoires. Visiblement, c'est toujours la loi du plus fort qui règne en Amazonie. Oi, querida. Tá boa? Jane fait régulièrement sa tournée. Elle rend visite aux familles modestes qui se sont installées ici dans le cadre du Programme national pour le développement durable. Depuis 2002, l'INCRA, l'agence chargée de la réforme agraire, a trouvé une alternative qui correspond mieux à la réalité dans la forêt amazonienne. Elle attribue des parcelles pour l'agriculture familiale. L'idée est que les familles préservent la forêt tout en cultivant une partie des terres. Elles sont les nouvelles gardiennes de la forêt. El Venicio est arrivé à Anapu avec sa famille il y a 18 ans. Il est le président du lotissement. Ce n'est pas un poste de tout repos. La semaine dernière, quelqu'un m'a dit « Fais attention, ton nom tourne beaucoup en ce moment ». C'est comme ça. On n'est pas terrorisé, mais la peur est présente. Quand je sors et que je laisse ma famille seule à la maison, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Une fusillade est vite arrivée. Car faute de contrôle policier, les projets gouvernementaux ne sont pas plus respectés que les réserves indiennes. Les petits paysans sont attaqués par des bandes, les terres sont accaparées sans autre forme de procès. On est bien loin du développement durable. L'idée est pourtant louable. Des parcelles déjà défrichées sont attribuées à de petits cultivateurs qui utilisent la forêt encore intacte à côté de leur lopin de terre et la préservent ainsi des tronçonneuses des barons de la filière bois. On a perdu plus d'1 million de réals. C'était du bois qu'on avait déjà négocié avec un acheteur à Belém. Mais des bandits ont mis le feu. Même notre campement a brûlé. C'est une perte énorme. Des études scientifiques commandées par le gouvernement prouvent que de nombreux terrains ont été acquis illégalement. En général, les voleurs de terre, ou grileiros, travaillent avec de faux documents. Au Brésil, plus de 100 millions d'hectares ont été accaparés abusivement, dont 30 millions d'hectares rien que dans l'État du Pará. Ce qui veut dire que près d'un quart de son territoire est occupé illégalement. Le contrôle revient à l'Institut national de la colonisation et de la réforme agraire, l'INCRA, et surtout à l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables, l'IBAMA. Or, ce dernier a été considérablement affaibli par un décret présidentiel. Jair Bolsonaro a nommé un militaire à la tête de l'IBAMA et son ministre de l'Environnement a licencié 21 des 27 directeurs régionaux de l'agence. Un seul principe prévaut, le développement économique à tout prix. Você quer uma licença, por exemplo, até para derrubar uma árvore que já morreu, leva 10 anos. Você quer fazer uma pequena central hidrelétrica, é quase impossível. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do IBAMA, prejudicando quem quer produzir. L'IBAMA est comme un tigre sans dents. Depuis 1980, l'Institut pour l'environnement a infligé des sanctions pour un montant total de 17 milliards d'euros. Seul un peu plus de 3% de cette somme a été réglée. En 2012, le plus célèbre contrevenant aux lois sur l'environnement a été l'actuel président en personne, pris en train de pêcher illégalement dans une réserve naturelle. Il n'a jamais payé l'amende. Une fois déboisées, les terres sont généralement occupées par du bétail. L'État du Pará compte à lui seul 22 millions de bovins. L'élevage est un secteur économique très important. L'industrie agroalimentaire détient un énorme pouvoir au Brésil. Nous sommes à Altamira, où la route transamazonienne a été créée il y a près de 50 ans.
2 agriculteurs qui ne cachent pas leurs convictions politiques ont accepté de parler devant la caméra. Silverio Fernandez et Flavio Frossard. Ils déplorent le marasme économique dans lequel leur région est plongée depuis la fin de la dictature et ne pensent pas beaucoup de bien de la réforme agraire des précédents gouvernements, ni des projets de développement durable. Ce qui provoque la déforestation et les crimes contre l'environnement, ce sont l'INCRA, l'Église catholique et les mouvements sociaux qui envahissent les propriétés privées. On a dû prendre les armes plusieurs fois pour dégager notre propriété. Ça ne sert à rien de passer par la voie judiciaire. On croule sous les papiers, on paie les avocats une véritable fortune, et tout ça pourquoi? Pour une terre qu'on ne récupérera probablement jamais. En clair, se faire justice soi-même serait la meilleure solution. L'Amazonie est un immense territoire où il est d'autant plus dur d'effectuer des contrôles que les pouvoirs publics manquent de moyens. Pour les incendies, les agriculteurs ont un coupable tout trouvé. Ce sont des incendies criminels, provoqués par des ennemis de notre gouvernement, des opposants sponsorisés par des ONG. Ils veulent semer le chaos dans notre région. L'Amazonie ne brûle pas, c'est faux. Tout n'est donc que mensonge? Des fake news répandues par les médias? Ces images ont été prises tout près d'ici, après notre entretien avec les agriculteurs. À quel jeu malsain joue-t-on aujourd'hui? Des particuliers déforestent et brûlent, en se disant que demain, le gouvernement reconnaîtra ces pratiques illégales comme de bonnes actions, qu'il leur attribuera un titre de propriété parce qu'ils ont bien travaillé en abattant les arbres et en brûlant les terres. Le message qu'on passe, c'est « couper, brûler, le crime paye ». Même si elle est désormais interdite, la culture sur brûlis se pratique aussi à Anapu. En général, on s'approprie un terrain par le feu. Cela n'est pas sans rappeler l'esprit des conquistadors. Il y a plus de 10 hectares qui brûlent ici. C'est la politique du fait accompli. Les conflits fonciers sont le lot quotidien des religieuses. Dans le projet durable de village à Toba qu'elles ont lancé, elles prodiguent conseils et soutien aux petits paysans. Les nouveaux arrivants servent de plus en plus souvent d'hommes de paille aux grands propriétaires terriens qui veulent s'étendre. Les gros agriculteurs sont indignés par l'action des représentants de l'Église. L'Église catholique attise les conflits, mais après, elle affirme qu'elle suit les enseignements de Dieu, la parole du Christ et la Bible. Pour moi, elle sert le diable. Le rôle de l'Église, c'est d'évangéliser, pas de nous monter les uns contre les autres. Ces attaques laissent Jane Dwyer de marbre. L'Église doit écouter les pauvres et leur venir en aide. Telle est sa conviction. Nous défendons la forêt parce que, selon le christianisme, elle est la création de Dieu le Père, offerte pour que tous puissent vivre dans l'abondance. Si ça, ce n'est pas de l'évangélisation, je ne sais pas ce que c'est. Rome, fin octobre 2019. Le pape a convoqué un synode sur l'Amazonie. L'institution catholique change de cap. L'Amazonie, de nouvelles voies pour l'Église et pour une écologie intégrale. La protection de l'environnement doit être plus profondément ancrée dans la conscience des fidèles. François, le pape argentin, a fait des inégalités criantes en Amérique du Sud un thème central. Son Église des pauvres rappelle l'époque de la théologie de la libération. Preghiamo per chiedere la grazia
di saper ascoltare il grido dei poveri e il grido di speranza della Chiesa. Le cri des pauvres doit pousser à l'action. L'un des évêques présents au synode en a fait son combat, il y a plus de 50 ans déjà, se heurtant à des résistances même au sein de l'Église. Il est devenu une icône et surnommé l'évêque de l'Amazonie, l'Autrichien Erwin Kreutler. Tu ne tueras point. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas seulement l'histoire de Caïn et Abel. On peut aussi tuer en privant les hommes de leurs ressources, de leurs moyens de subsistance. À partir du moment où on ne respecte pas la forêt, où on la détruit par la culture du brûlis, on modifie la nature. C'est une incursion majeure qui se répercute sur les gens qui vivent là. Tu ne voleras point. Chasser les gens de leur terre pour se l'approprier, c'est aussi une forme de vol. Donc on n'a pas besoin d'un nouveau commandement. L'écologie est déjà contenue dans les 10 commandements. À son arrivée en Amazonie il y a 54 ans, on ne parlait pas encore d'écologie. Erwin Kreutler a été victime d'un attentat et il ne compte plus les menaces de mort qu'il a reçues. Depuis 13 ans, il est sous surveillance policière 24 heures sur 24. À Altamira, on n'a pas vraiment ressenti la dictature militaire. On savait qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait, mais je n'ai jamais eu de problème avec les militaires dans le bassin du Rio Xingu. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. On se sent persécuté parce que le combat qu'on mène gêne le gouvernement. On défend les peuples indigènes et leur droit à conserver leur territoire ancestral. On défend l'Amazonie. Or, le gouvernement veut ouvrir la région aux entreprises nationales et internationales. Durant des siècles, l'Église et l'État brésilien ont opprimé les indigènes. Ils ont tenté de faire disparaître leur culture, comme en témoigne un procureur de Brasilia qui a participé au synode et qui a lui-même du sang indien. La religion, les langues, les traditions, la culture des peuples indigènes, tout ça, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est la civilisation des hommes blancs. Voilà ce qu'on m'a enseigné de mon entrée en primaire à ma sortie de l'université. Et puis la nouvelle constitution est arrivée et on nous a dit « Non, maintenant, on va faire autrement ». Sauf que les gens, en particulier les professionnels du droit, sont encore très imprégnés de la vision colonialiste. Le Brésil s'est-il réellement engagé à traiter les indigènes sur un pied d'égalité? Le lendemain de la fin du synode, les gouverneurs des États brésiliens d'Amazonie ont rencontré les représentants des pays voisins et du Vatican. Ils ont parlé des relations avec les peuples autochtones, de modèles économiques alternatifs et de la forêt tropicale comme facteur de développement économique. Le biologiste américain Thomas Lovejoy, invité à titre d'expert à ce sommet, lance un coup de semonce. Nous sommes désormais au point de basculement, conséquence de la synergie négative entre la déforestation, les incendies et le dérèglement climatique. Tous les 5 ans, l'Amazonie est touchée par des sécheresses historiques. Et selon nous, c'est le premier signe que nous avons atteint ce point de basculement. L'élevage bovin produit une grande quantité de gaz à effet de serre. Notre consommation de viande contribue donc au changement climatique. Pourtant, avec sa biodiversité exceptionnelle, l'Amazonie offre de nombreuses alternatives économiques à l'élevage. Pourquoi une forêt défrichée a-t-elle plus de valeur qu'une forêt préservée? Laisser les arbres en place, ça ne rapporte rien. Même si on détruisait complètement l'Amazonie aujourd'hui, dans 40 ans, elle aurait déjà repoussé. C'est difficile de venir à bout de l'Amazonie, elle est très forte. La forêt ne mourra jamais. On disparaîtra bien avant elle.
Fête d'anniversaire chez les Gomes. Les grands fermiers d'Amazonie se portent bien. Ils ont de bonnes raisons de se réjouir, car le pouvoir est enfin aux mains de quelqu'un qui défend leurs intérêts. Tous sont venus d'autres régions, pour la plupart à l'époque de la junte militaire. Les généraux voulaient alors coloniser l'Amazonie par crainte des États étrangers qui menaçaient, selon eux, la souveraineté du Brésil. Jair Bolsonaro affûte ses armes. Il répète à l'envi que les puissances extérieures veulent envahir son pays à cause des feux de forêt et développe un scénario de menace nationale semblable à celui des dictateurs militaires. On vit dans un État riche, mais toutes ces ONG nous harcèlent. Elles critiquent les Brésiliens et prétendent qu'on brûle l'Amazonie. Ce que veulent les autres pays, c'est mettre la main sur les richesses de la forêt. Tous les étés, l'Amazonie brûle. C'est pas nouveau. Le peuple vit comme ça. Il faut brûler pour produire. Tous ces pays, ces bandits viennent ici pour nous voler. Vous comprenez? On ne va pas les laisser faire. Je soutiens Bolsonaro. Occupe-toi de tes terres et moi je m'occupe des miennes. Plante tes arbres et laisse-moi planter les miens. Vous vous prenez pour qui? On ne va pas vous laisser commander chez nous. Jair Bolsonaro a gagné les élections avec l'aide de l'industrie agroalimentaire. À présent, il doit renvoyer l'ascenseur. O agronegócio como todo tem que merecer o nosso respeito, porque é uma das poucas coisas na economia que está dando certo no Brasil. O homem do campo precisa de segurança jurídica, precisa da garantia da sua propriedade privada. Le président brésilien a été vivement critiqué sur le plan international pour sa gestion des incendies de la plus grande zone de forêt tropicale intacte au monde. C'est surtout les déclarations du président Macron qui ont déplu à l'ancien militaire. S'agit-il d'une ingérence? En tout cas, Bolsonaro l'a perçu comme une atteinte à la souveraineté de son pays. Houve aproveitamento por parte do seu presidente Macron para se capitalizar perante o mundo como aquela pessoa única, exclusiva, interessada em defender o meio ambiente. Le licenciement d'un scientifique renommé a également défrayé la chronique. Ricardo Galvão, un physicien récompensé par de nombreux prix, membre de l'Académie brésilienne des sciences, était directeur de l'INPE, l'Institut national de recherche spatiale du Brésil. Depuis des années, les images satellites de l'INPE garantissaient une totale transparence et sensibilisaient le monde aux dangers de la déforestation. Grâce à un système de surveillance et d'alarme accessible à tous, il était possible de localiser les déforestations avec précision et de les enrayer en bonne partie. Le système développé par l'INPE a toujours été utilisé par le gouvernement. Il a montré de très bons résultats sous la présidence de Lula en 2004. À l'époque, la déforestation frappait plus de 27 500 km² de terre. En 2012, grâce au système de l'INPE, on avait réussi à la faire baisser à 4 200 km², soit une diminution de 80%. En juillet 2019, l'INPE a annoncé une accélération drastique de la déforestation. Jair Bolsonaro n'aime pas les chiffres. Qu'elles soient fondées ou pas, de telles données nuisent à l'image du Brésil. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG. Il n'y a rien de pire qu'un scientifique qui ment sur ses résultats et les falsifie. Le président m'a accusé d'être au service d'une organisation internationale et m'a traité de traître à la patrie. C'est extrêmement choquant. C'est une véritable atteinte à la science brésilienne, parce que les données de l'INPE sont respectées dans le monde entier. Pour Ricardo Galvão,
Il est impossible de maîtriser le réchauffement climatique sans la forêt amazonienne. Il a d'ailleurs tenté de le dire à son président. Ma réaction a alerté la société brésilienne sur notre situation. Nous sommes face à un gouvernement obscurantiste. Jair Bolsonaro préfère l'armée à la science. C'est l'environnement dans lequel il se sent le mieux. Ce n'est pas un hasard s'il a engagé plusieurs officiers de haut rang dans son gouvernement. La dictature militaire des années 1964 à 1985 semble être l'un de ses modèles. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait fait appel à l'armée lorsque la pression étrangère s'est accentuée. Il fallait éteindre le brasier par tous les moyens. Le président brésilien a même interdit temporairement les brûlis agricoles. Et la mesure a porté ses fruits. En octobre 2019, le nombre de feux de forêt était retombé à son niveau d'octobre 1998. Mais éteindre un incendie n'empêche pas l'abattage d'arbres. Le déboisement illégal se poursuit allègrement. Nous descendons le Tapajós, un grand affluent de l'Amazone. Alessandra, 35 ans, appartient au peuple Munduruku. Elle a quitté son village pour étudier le droit à Santarém, là où le Tapajós se jette dans l'Amazone. Quand ses études et sa famille lui en laissent le temps, elle se rend le week-end dans les villages Munduruku. La mafia du bois, les barons du soja et les chercheurs d'or mènent la vie dure aux membres de son ethnie. Elle revient justement de Berlin, où elle a participé à la Journée mondiale pour le climat et veut en parler. Beaucoup de gens sont de notre côté. Il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents. Ils ne savaient pas ce qui se passait au Brésil, en Amazonie. Ils pensaient que les incendies étaient d'origine naturelle, alors qu'en réalité, ce sont les défricheurs qui mettent le feu. Le chef du village reçoit la visite du chef du village voisin. Les deux hommes sont inquiets pour l'avenir des quelques 12 000 Munduruku. Ils ne comprennent pas la manière de raisonner de l'homme blanc. Les Blancs ne nous comprennent pas. Notre mode de vie est sain et en harmonie avec la nature. Mais ça ne leur convient pas. Ils ont de grandes ambitions. Ils regardent l'Amazonie avec avidité parce qu'ils pensent au profit que peuvent générer toutes les ressources qu'elle abrite. À leurs yeux, il ne sert à rien de la préserver. Ils veulent la détruire pour faire un maximum de bénéfices. On sait que nos terres regorgent de richesses. Mais on veut les exploiter à notre manière, sans les détruire. On n'est pas comme eux. Le peuple Munduruku est connu dans l'histoire. Les voyageurs racontaient la bravoure de nos guerriers. Nous étions des coupeurs de tête. Au siècle dernier, on nous appelait même les Spartiates de l'Amazonie. Nous allons continuer à nous battre. Et nous couperons des têtes, puisqu'elles n'ont aucune conscience. À qui Jairo pense-t-il en parlant de tête sans conscience? À celui qui est censé être leur grand chef, Jair Bolsonaro, qui a d'autres préoccupations que le bien-être et l'avenir des jeunes indigènes. Essas grandes reservas indígenas são terras cujo subsolo é riquíssimo. Foram demarcadas por pressões externas. Nós sabemos que, pela autodeterminação dos povos indígenas, mais cedo ou mais tarde, essas grandes áreas podem se tornar independentes.
E o índio quer se integrar à sociedade, ele quer dentista, ele quer médico, ele quer energia elétrica. Nós não podemos, né, fazer com que o índio continue vivendo dentro de uma reserva indígena como se fosse animal em zoológico. Alessandra poursuit son voyage sur la rivière. Elle remonte en direction de Santarém pour aller voir les Munduruku d'Asaizal, qui sont chassés par les producteurs de soja. En chemin, elle fait des rencontres désolantes. Ce que transportent ces bateaux, c'est notre forêt détruite. L'Amazonie appelle au secours. Pour la sauver, on a besoin du progrès, mais d'un progrès qui laisse les arbres là où ils sont. Santarém est le port où le soja est embarqué. Le Brésil expédie chaque année plus de 83 millions de tonnes de soja vers l'étranger, ce qui en fait le premier exportateur au monde. La Chine est son meilleur client. Mais les Européens s'approvisionnent également ici. Notre combat n'est pas facile, mais il est important. On est peut-être petit, mais on se bat comme des géants. Combatif, il faut l'être, car on ne plaisante pas avec des mastodontes industriels comme Cargill. Ce groupe agroalimentaire américain règne sur le port de Santarém. Et le gouvernement Bolsonaro a autorisé plus de 400 pesticides depuis son entrée en fonction en janvier 2019. La culture du soja a elle aussi changé le paysage en grignotant la surface de la forêt tropicale. D'après Alessandra, les Européens devraient boycotter le bœuf et le soja, souillés par le sang des indigènes. À Asaizal, elle rend visite à un groupe de Munduruku, dont l'eau a été polluée par les cultivateurs de soja. Le jeune chef, José Nildo, lui montre l'état de la rivière. L'agroalimentaire et la culture du soja ont détruit tous nos espoirs pour le futur. Il n'y a plus que de la boue. On ne peut pas boire l'eau de l'igarapé, on ne peut plus y laver nos vêtements ou nous y baigner. Ça me révolte. Les membres du gouvernement sont des nazis qui ne respectent pas les peuples autochtones. C'est pour ça qu'on demande de l'aide au reste du monde. On en a bien besoin. Mais qui va supporter les coûts d'entretien du poumon vert de la planète? L'ingénieur forestier Tasso Azevedo a une idée. Comment pourrait-on répartir les coûts liés à l'entretien de cette forêt immense? C'est tout simple. Il suffit de retenir $1 par baril de pétrole pour le consacrer à la conservation des forêts et à l'entretien des stocks de carbone. Ça rapporterait $100 millions par jour, soit 30 milliards par an. C'est assez pour mettre en place un gigantesque programme de compensation. On n'aura plus d'autre choix que de la préserver, cette forêt. Santarém est une ville universitaire d'environ 300 000 habitants. C'est ici qu'Alessandra effectue son premier semestre en droit. Comment les indigènes peuvent-ils se défendre face à un président qui a saboté la protection de l'environnement et placé un de leurs ennemis à la tête de la FUNAI, la Fondation nationale de l'Indien? Peut-être en connaissant leurs droits. Des étudiants issus de différentes ethnies se sont inscrits aux cours sur les droits de l'homme. Ici aussi, Alessandra peut parler de son voyage en Allemagne. Le monde entier voit tous ces incendies. Il y a eu une grève mondiale pour le climat et j'ai dû parler devant 170 000 personnes. Je n'avais jamais vu autant de gens au même endroit. Dans leur discussion, il est sans cesse question des terres et de leur répartition, mais aussi de la Constitution qui devrait leur garantir une sécurité juridique. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour nous? La loi, elle existe.
On a bien l'article 231 et d'autres décisions de notre côté. Mais il ne faut pas que ça reste sur le papier. Les gens meurent pour ça. On a tous des gens de notre famille qui sont morts parce qu'ils voulaient faire appliquer la loi. C'est pour ça que nous sommes révoltés. Je viens étudier ici, à l'université, pour apprendre avec les Blancs, connaître leurs stratégies et les enseigner aux gens de mon village. C'est très inquiétant. Avant, on pouvait chasser. On mangeait des pacas, des tatous. Aujourd'hui, on ne trouve plus rien parce que les Blancs ont brûlé notre forêt. Mais même la loi a une couleur. Et elle est blanche. Ces futurs juristes ne se découragent pas pour autant. Ils veulent se battre pour leurs droits. Leur professeur les met en garde en utilisant une métaphore locale. La loi est comme un serpent. Elle ne mord que ceux qui marchent pieds nus. On dit souvent que les Indiens meurent comme les animaux. On les enterre et c'est fini. Mais nous sommes toujours là. Nos familles ne peuvent plus rester dans leur village. Alors on sort pour crier au monde « Au secours ! On existe, regardez-nous !» Notre sang coule, c'est notre maison, elle fait partie de nous. Vous ne nous en expulserez pas. L'Amazonie brûle. Son cri de détresse est plus pressant que jamais. Début août 2019, le ciel de Sao Paulo s'est soudain assombri à 3 h de l'après-midi. Le vent avait charrié la fumée des feux de forêt sur 3000 km jusqu'à la capitale économique du Brésil. Voilà ce qu'est l'Amazonie pour moi. Toutes ces ressources sont un trésor inestimable. C'est pour cela que nous devons la protéger. Un trésor dont le gouvernement ne mesure pas la valeur. Dans le Brésil de Bolsonaro, il n'y a pas que les arbres qui brûlent. Les peuples indigènes sont les seuls à entendre l'appel à l'aide de la forêt amazonienne. Ils ont besoin du soutien du monde entier dans leur combat contre les flammes et contre un président inquiétant pour la sauvegarde de la planète.